Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, ce 18 juin, le lancement officiel de l'opération de révision de la liste électorale. Il est question d'actualiser les données personnelles des électeurs, d'inscrire de nouveaux requérants, mais également de radier les personnes décédées de la liste. Retour ce soir sur le site de l'immeuble en construction qui s'est effondré à Yamoussoukro. 10 décès enregistrés et 6 jours après, les sapeurs-pompiers annoncent l'arrêt des fouilles. Et puis pour son entrée en lice dans le mondial russe pour le compte de la poule G, la Tunisie s'est inclinée sur le score de 2-1 face à l'Angleterre ce mardi, ce lundi 18 juin. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tantôt, le lancement officiel de l'opération de révision de la liste électorale a eu lieu ce matin. Il est question, lors donc de cette opération, d'actualiser les données personnelles des électeurs, d'inscrire de nouveaux requérants, mais également de radier les personnes décédées ou privées de leurs droits physiques qui, jusque-là, existent encore sur la liste électorale. Eh bien, la cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce matin. C'était à Grand-Bassam. On y retourne tout de suite avec Alexis Oudraogo. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, a procédé ce lundi au lancement de l'opération de révision de la liste électorale. Concernés par l'opération, un peu plus de 6 millions d'anciens requérants figurant déjà sur la liste et les nouveaux majeurs. Nous espérons que beaucoup répondront à notre appel et qu'ils viendront se faire immatriculer. Par le passé, les gens se sont présentés abondamment les 3 premiers jours et de la même manière, ils sont venus aussi abondamment ou nombreux les 3 derniers jours. En faisant le calcul, nous nous sommes dit une semaine pourrait suffire et nous attendons que les gens viennent. Le processus comprend des opérations d'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux requérants, la radiation des personnes décédées dont le nom figure encore sur la liste. Ce n'est pas la peine de venir dans nos centres d'enrôlement pour venir voir les agents pour dire « je suis venu vérifier pour voir si mon nom figure sur la liste ». Non. Laissez ceux qui ont des choses à faire les faire. Il ne faut pas créer l'embouteillage dans les centres d'enrôlement pour cela. Allez directement sur le site internet de la CEI pour vérifier. Bientôt, nous allons vous communiquer des numéros de téléphone sur lesquels vous pourrez appeler pour vérifier. Des numéros aussi pour vérifier par SMS à partir de votre téléphone. Tout cela pour vous permettre de vérifier votre inscription. La liste provisoire sera disponible le 18 juillet prochain et rendue publique le 19 juillet. Elle sera ensuite remise à tous les partis politiques et affichée dans tous les lieux de vote. S'ouvrira la période des contentieux dès le 23 juillet. Le traitement se fera du 17 au 29 août 2018. Puis la liste définitive sera rendue accessible via le site internet de la CEI le 12 septembre prochain. Voilà, l'opération de révision de la liste électorale a donc démarré ce matin et va se poursuivre jusqu'au 24 juin 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Notez que 712 centres d'enrôlement ont été ouverts aux requérants dans le Gbeke. Léon Brou. Centre d'enrôlement du lycée classique de Boaké, premier jour de la révision de la liste électorale. Il est 10 h, 6 requérants déjà enregistrés, dont 2 nouveaux majeurs et des changements de lieu de vote. Je n'ai jamais voté, c'est la première fois que je viens m'inscrire, parce que j'ai 20 ans. Auparavant, je votais à Abidjan. Et comme je suis maintenant à Boaké, je suis là pour les formalités, pour que demain, je ne sois pas surpris. S'inscrire sur la liste électorale, un acte civique encouragé par le préfet par intérim et le superviseur de la CEI, venu procéder au lancement officiel de l'opération d'enrôlement dans la région de Gbeke. Joël et Abel constituent ainsi des modèles à imiter, à la clé l'un ou l'autre de ces documents administratifs. La carte nationale d'identité qui est en vigueur, soit avec la carte électorale, le certificat de nationalité, soit avec l'attestation d'identité. Tant que vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, tout ce que vous faites, c'est zéro. Parce que vous ne pouvez pas apporter votre voix au candidat que vous aurez choisi. Donc c'est le moment, venez vous faire enrôler. 712, le nombre de centres d'enrôlement pour le Gbeke, dont 334 pour Boaké.
Y sont attendus jusqu'au dimanche 24 juin 2018 deux catégories d'Ivoiriens, les nouveaux majeurs, à savoir les résidents de Gbeke qui totalisent au moins 18 ans au 31 mai 2018 et ceux ayant changé soit de nom, soit de lieu de résidence ou toute personne désireuse de voter dans la région de Gbeke. Voilà, les requérants ont donc jusqu'au 24 juin pour se faire enrôler. Hier dimanche, s'est tenue au siège du PDCI RDA une réunion du bureau politique du parti. À l'ordre du jour de cette réunion, la question du parti unifié. Le bureau politique élargi au comité des sages et au cadre a retenu plusieurs points. C'est ce que nous rapporte Gabriel Zani. La question est de taille. Le parti unifié ravive les tensions depuis des mois entre les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce dimanche 17 juin, au siège du PDCI, des débats pour l'adoption d'une position commune sur le sujet du RADP Parti unifié ont retenu l'attention des cadres du parti pendant 6 heures de loge. Les résolutions à l'issue de cette réunion du bureau politique du PDCI sont sans équivoque. Le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI RDA après l'élection présidentielle de 2020, la prolongation du mandat du président du parti, des mandats des autres organes et des structures spécialisées du parti. La crispation fait place à la satisfaction. C'est une satisfaction, c'est une joie pour les militants. Le débat a été démocratique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas contre le parti unifié, raison pour laquelle nous avons pris acte et endossé la signature de notre président. Nous sommes satisfaits parce que les acquis du PDCRDA sont préservés. Aussi, nous restons dans l'alliance RHDP et nous voulons que dans le cadre de cette alliance, nos alliés nous soutiennent comme nous l'avons fait en 2015. Des résolutions qui n'excluent pas pour autant l'accord politique sur le RHDP et la poursuite des négociations en vue de la réunification des oufouettistes en un seul parti politique. Pour l'essentiel, nous avons pu trouver la voie médiane, puisque la signature du président Henri Konan Bédié sur l'accord politique portant création du parti unifié a été endossé par le bureau politique. Donc nous sommes dans la démarche de construction du parti unifié. Cela n'a pas été remis en cause. Et nous pensons qu'il faut aller étape par étape. Ce n'est pas facile. Après toutes ces années de crise, il faut rendre les esprits positifs. On s'est donné une période transitoire de 18 mois. Si les choses vont dans le bon sens, peut-être ça se fera dans les 18 mois. Sinon, ça se fera après 2020. Le PDCI est prêt à conquérir le pouvoir en 2020, selon le communiqué final du bureau politique. Mais en attendant, Henri Konan Bédié, le président du parti, est mandaté pour poursuivre les négociations visant à mettre en place le parti unifié RADP. Et toujours sur le terrain politique, le vice-président du RDR, le Rassemblement des Républicains, a rencontré dans la commune de Port-Bouët, c'était le week-end donc, il a rencontré Mamadou Sanogo, des militants des partis politiques, membres du RHDP. Au centre des échanges, le parti unifié, mais également l'intérêt de se faire inscrire sur la liste électorale. Mamadou Kwasi. Au centre de cette rencontre de mobilisation et d'échange, la révision de la liste électorale et le RHDP unifié. Le chef de mission du RDR à Port-Bouët est venu sensibiliser les militants des partis politiques membres du RHDP et les associations de femmes et de jeunes de la commune de Port-Bouët. Mamadou Sanogo a insisté sur l'importance du RHDP pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, seul gage d'investissement étranger pour accompagner la lutte contre le chômage chez les jeunes et chez les femmes. Le vice-président du RDR a invité les militants du PDCI, du MFA, de l'UDPCI, du PIT et du RDR à œuvrer à la base pour la mise en place effective du RHDP unifié. Le président Alassane Ouattara nous a toujours dit qu'il a beau réaliser des ponts, beau créer des emplois, des salles de classe, des centres de santé, des complexes universitaires, s'il ne nous laisse pas un pays stable, tout sera vain. Et pour arriver à cette stabilité, il faut passer par donc l'adhésion à ce groupement politique.
Abordant le second volet de son intervention, le chef de la délégation du RDR à Port-Boué a exhorté les militants et surtout les nouveaux majeurs à prendre une part active à l'opération de révision de la liste électorale. L'exposé du vice-président du RDR a été suivi d'un moment d'échange, occasion pour ces militants et les membres des différentes associations présentes d'exposer certaines difficultés dans l'établissement des documents administratifs en vue de leur participation à l'opération de révision de la liste électorale. Préoccupations qui trouveront des solutions selon l'envoyé de la direction du RDR. Epiphane Zorobi Balo, également en tournée d'information et de sensibilisation, cette fois à l'intérieur du pays. Le secrétaire général adjoint du RDR chargé des droits humain a sillonné la région de la Maraoué où il a rencontré les différents responsables de base, la révision de la liste électorale et l'adhésion au parti unifié, toujours au cœur des échanges. C'est ce que nous dit Konaté Ngana. Epiphane Zoro est en tournée d'information et de sensibilisation dans la région de la Maraoué. À Saint-Fra, l'envoyé du Rassemblement des Républicains a entretenu les militants du RHDP sur les enjeux liés à la création du parti unifié. Quand on fait la route, il n'y a pas une façon de faire la route PDCI, il n'y a pas une façon de faire l'eau potable RDR. Le développement n'a pas de coloration politique et c'est par rapport à ce développement que nous devons travailler ensemble et ensemble mener les prochaines batailles. Epiphane Zoro a aussi demandé aux militants du RHDP de Saint-Fra de s'inscrire massivement sur la liste électorale une fois l'opération lancée. Un message qui a rencontré l'adhésion des militants du parti unifié. Nous, au niveau de Saint-Fra, c'est un travail que nous avons commencé depuis plus d'un mois. Et je pense que nous sommes prêts dès lundi pour commencer l'inscription sur la liste électorale. Nous avons tous prôné la paix ici en Côte d'Ivoire. Comment pouvons-nous vivre en paix si nous ne sommes pas unis? Et je pense que le parti unifié, c'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Après l'étape de Saint-Fra, la délégation s'est ensuite rendue à Boisflé pour livrer le même message. Epiphane Zoro a salué la grande mobilisation des responsables locaux du RHDP et leur engagement pour le parti unifié. Voilà qui referme la page politique de ce journal. Retour à présent sur le site de l'immeuble en construction qui s'est effondré à Yamoussoukro, au quartier millionnaire. 10 décès enregistrés à ce jour, et notez que pour ce 6e jour après donc le drame survenu à Yamoussoukro, les sapeurs-pompiers annoncent tout simplement l'arrêt des fouilles. Explication, Kader Sogodougou. Après 6 jours d'opération sur le site de l'immeuble qui s'est effondré à Yamoussoukro, les sapeurs-pompiers militaires dressent le bilan de la fouille. On a un bilan de 29 victimes recensées, dont 9 décès sur le site. Je ne tiens pas compte des décès qui auraient pu se produire à l'hôpital. Avec le blessé qui a succombé au CHR, le nombre total de décès est de 10. Les sapeurs-pompiers évoquent des raisons de mettre fin aux recherches d'éventuels corps. Selon les renseignements qu'on a reçus des populations, des parents, des ouvriers vivants, il ne resterait plus personne. Mais on reste encore dans le cadre d'un bilan provisoire parce que tant que tout le site n'est pas totalement déblayé, on ne va pas annoncer le bilan définitif. On a pu sortir des gravats, les personnes en respectant leur intégrité physique. Aucune des victimes décédées n'a été, je dirais, déchiquetée ou autre. Jusqu'à demain matin, je pense qu'il n'y aura plus rien ici. Après les recherches, il serait peut-être temps de comprendre réellement ce qui s'est passé sur ce site qui, selon le ministre de la Construction, ne disposaient pas de permis de construire. Les populations ont véritablement besoin de comprendre. Voilà, on faisait le point avec Kader Sogodougou. En 2013, le gouvernement ivoirien prenait, vous en souvenez certainement, un décret portant interdiction de production, d'importation et de commercialisation de sachets plastiques. Certaines usines de fabrication de sachets plastiques ont opté pour la reconversion. Les populations, elles, s'alignent, pour certaines en tout cas, en utilisant des sacs biodégradables, mais il y a encore des conservateurs.
Retour sur le terrain pour un constat avec Grace Kondo. La question de la gestion des sachets plastiques est persistante. 206 kg de matériaux synthétiques sont déversés chaque seconde dans les océans et 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans le monde. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produites et distribuées, soit environ 13 milliards de sachets plastiques produits et 80% échappent au système normal de collecte. L'utilisation abusive est nuisible pour la santé, selon des experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire est aussi touchée par ce phénomène, d'où la prise du décret par le gouvernement en 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et l'utilisation de sachets plastiques. 5 ans après, quelle est la réalité? Nous avons d'abord commencé par la sensibilisation. Nous pouvons dire que nous avons fait un pas. C'est vrai, les sachets plastiques sont rentrés dans nos vies il y a environ une quarantaine d'années. On a eu l'habitude d'utiliser les sachets plastiques parce qu'on pensait que les sachets plastiques étaient la solution à nos problèmes. En 5 ans, il n'est pas facile de changer une habitude qui s'est installée pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans les grandes surfaces de distribution, il n'y a plus de sachets de caisse. Il n'y a que des sacs réutilisables. Certaines entreprises sont passées du sachet d'eau au gobelet d'eau, aux bouteilles d'eau. Une décision adoptée par certaines usines de fabrication de sachets qui se sont reconverties, d'autres dans la fabrication de matériaux de construction et certaines sont passées aux emballages biodégradables. Nous sommes dans cette optique de développement durable et de reconversion du sachet plastique et aussi nous sommes dans l'optique du recyclage parce que nous avons des unités pour le recyclage et donc nous participons à cela aussi qui va permettre aussi de rendre la ville d'Abidjan très propre. Autre constat, des clients préfèrent se procurer des sacs biodégradables pour faire leur emplette pendant que d'autres continuent d'utiliser les sachets plastiques. On est obligé d'utiliser les sachets là parce que c'est sur le marché. Quand on vient faire achat, il y a des filles qui vendent. Quand il y a acheté, quand il y a acheté. Donc au lieu d'aller chercher ça comme on fait. Quand nous faisons des achats, c'est dedans les gens mettent les produits pour nous donner. Si nous venons avec des sacs à main, mais nous on prend le choix parce que les gens nous mettent nos produits dedans. Donc nous sommes obligés de prendre. Là c'est pour cela que nous avons les sachets à main. Les sachets qui sont au marché, qui sont moins chers que nous on prend pour pouvoir emballer. Dès qu'on les vend marchandises, on ne peut pas donner marchandises étant nues dans les mains des clients. Pourtant, des sanctions et des amendes sont prévues pour tout détenteur, producteur et importateur de ces sachets plastiques. Déjà, plusieurs contrevenants ont été interpellés. Plusieurs personnes ont été présentées devant le parquet, des usines ont été fermées, des amendes ont été affectées aux contrevenants. On a une quarantaine de personnes qui ont été déférées, c'est vérifiable au niveau du parquet. On a aussi des saisies, vous ne pouvez pas imaginer, de 100 machines de fabrication de sachets plastiques. Il y a des amendes, ça va jusqu'à 5 milliards. 5 milliards, c'est le maximum d'amendes à courir si on prend les dispositions du Code de l'environnement. Et maintenant, les peines encourues, on va jusqu'à 20 ans de prison. La sensibilisation continue sur le terrain pour arriver à changer les habitudes des populations sur l'utilisation des sachets plastiques. Il y a la police de l'environnement qui va être créée. Et les forces de l'ordre, les forces de police, la gendarmerie vont se joindre à cette bataille pour que la problématique des sachets plastiques soit résolue définitivement pour le bien des populations. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable invite les utilisateurs et producteurs des sachets plastiques à explorer des alternatives durables pour réduire la pollution. Et on change complètement de sujet. Régime de retraite complémentaire par capitalisation. Les négociations entre État et syndicats ont démarré aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 4 juillet prochain. Il s'agit, notez-le, d'une réforme qui va améliorer les conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État. Explication, Francis Boifo. Professeur de lycée à la retraite depuis 19 ans, Alphonse Yakra est venu d'Agouville pour retirer ses bulletins d'avril et mai à la Caisse générale de retraite des agents de l'État Ségraeux au plateau. Il fait un constat à l'image de tous les retraités de sa catégorie professionnelle.
Le virement, il passe correctement, seulement que comme le salaire a diminué de 20%, les enfants qui sont à la maison, d'autres vont encore à l'école, d'autres sont à l'université, il faut payer les frais avec la cherté de la vie. Bon, ça devient très difficile. Il faut préparer sa retraite avant de partir, sinon ça va vous tomber dessus. Bien préparer la retraite et assurer un mieux-être à plus de 250 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le gouvernement travaille à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation vient en complément d'un régime déjà existant pour renforcer le pouvoir d'achat des retraités en lui procurant des revenus additionnels en plus de ceux qui lui sont servis au titre du régime de base. Le dialogue entamé ce lundi avec les partenaires sociaux va se poursuivre jusqu'au 4 juillet prochain. Dérouler le dialogue social pour nous, ça fait accord avec la doctrine même de l'UGTCI dont nous en sommes fiers et nous en sommes heureux. Que les différents partis soient dans une position d'écoute, d'échange et que nous puissions aboutir à un compromis qui tient compte des positions, des intérêts des uns et des autres. Selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique INS, plus de 85% des fonctionnaires et agents de l'État approuvent la création d'un régime d'assurance complémentaire. Les avantages sont nombreux. Pour le fonctionnaire, améliorer notablement sa pension de retraite pour lui permettre de mieux vivre grâce à une pension portée à 70, 80, voire 90% de son salaire d'activité. Pour l'IPSC Graeux, renforcer l'offre de services et de prestations offertes avec un palier supplémentaire de couverture sociale. Pour l'État, renforcer l'efficacité de la sécurité sociale grâce à l'amélioration de la résilience des personnes du 3e et même du 4e âge. Le dialogue social en cours portera sur la validation de l'architecture du régime de retraite complémentaire, les modalités d'adhésion, le mode de recouvrement, le taux de cotisation et surtout les sources de financement. Les examens de fin de formation ont démarré dans les IFEF de Côte d'Ivoire, institution de formation et d'éducation féminine qui enregistre désormais des hommes. 621 candidats repartis dans 7 centres de composition retenue donc sur tout le territoire national. Lancement officiel à l'IFEF de Yopougon-Selmer. On y va tout de suite avec Sephora Zegui et Franck Kouadio. Dans les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF, l'heure est aux examens de fin de formation ce matin. Pour cette session 2018, 616 auditrices et 5 auditeurs tentent d'obtenir leur parchemin, consécration de 3 années de formation pour certains et 5 ans pour d'autres. Ils seront tous évalués sur des épreuves de broderie, de crochet, de pâtisserie, de couture et enfin d'éducation à la vie familiale. Ibrahim, seul auditeur des 121 que compte à ce centre de Yopougon-Selmer, est venu à l'IFEF par amour pour la couture. Ce qui m'a poussé à venir à l'IFEF, quand je vois des modèles que les femmes portent et qu'elles disent que c'est des gens stylistes qui ont confectionné ça, ça m'a poussé vraiment à venir m'inscrire à l'IFEF. Pour ces candidats, un état d'esprit, la sérénité et la confiance en soi. Je compose un broderie à main. Je suppose que l'épreuve, c'est un peu difficile, mais ça va aller. Je pose mon esprit tranquille pour mieux travailler. La tutelle s'est félicitée de la bonne tenue de l'examen et n'a pas manqué d'encourager les jeunes à s'intéresser à ces formations. Aujourd'hui, c'est le jour d'évaluation. Il faut être décontracté. Ce sont des choses que vous savez faire, donc je pense qu'il ne va pas avoir de problème. Donc prenez le temps, le soin de bien faire ce qu'on vous demande. En plus de ces épreuves de spécialité, d'options, elles sont également formées à l'entrepreneuriat tout le long de leur parcours. Donc au terme de cet examen de fin de formation, elles auront la possibilité de se mettre à leur propre compte. Elles auront aussi la possibilité de se faire employer dans les pâtisseries qui s'ouvrent tous les jours, dans les boulangeries tous les jours, comme également dans les ateliers de couture qu'elles pourront elles-mêmes ouvrir. Pour rappel, les IFEF sont les premières structures d'éducation féminine de Côte d'Ivoire. Depuis 1958, elles assurent l'encadrement des populations féminines ivoiriennes.
On compte 121 institutions de formation féminine sur l'étendue du territoire ivoirien. Les IFEF sont des canaux d'autonomisation des femmes et contribuent à l'amélioration de leur employabilité. Les résultats seront connus le mardi 3 juillet prochain. Samuel Eto'o a des projets pour la jeunesse ivoirienne. Il en a parlé ce matin avec le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume. Notez que c'était à l'occasion d'une séance de travail avec les députés ivoiriens. Le footballeur Samuel Eto'o rêve d'une Afrique portée par son travail et son engagement. Invité du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, Samuel Eto'o est venu partager son ambition qu'il ne peut réaliser sans la jeunesse africaine, particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Loin de notre continent, ce qui me donne la force d'essayer d'être le meilleur, c'est parce que je me dis, à travers les résultats que je peux produire, c'est une opportunité que je donne à un autre Africain. Nous voulons faire beaucoup de choses et c'est aussi avec votre contribution comment nous pouvons construire une école primaire. Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. Les échanges qui ont eu lieu quelques heures avant avec les députés membres de la Commission des affaires sociales lui auront permis de mieux comprendre les préoccupations des jeunes Ivoiriens. Dans ses projets imminents, le footballeur international Samuel Eto'o entend donc concentrer plus de moyens dans l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat grâce au financement assuré par la Fondation Samuel Eto'o au Cameroun. Voilà, Samuel Eto'o qui a donc des projets pour la jeunesse ivoirienne. On en parlait avec Sidonie Davila. Derby ASEC Africa, on en parle à présent, c'était samedi dernier, samedi 16 juin, au stade Robert Champroux de Marcory, match de gala qui a opposé les anciennes gloires de 80 et de 90. Score final 1-1. Ce match de retrouvailles a enregistré la participation de plusieurs anciennes gloires du football ivoirien. Chié Donald, Magui Serge Alain, Obou Arsène, Ahmed Ouattara, Charles Dago, Badra Aliou, Begré Yago, Zézé Vénance alias Zézéto, Maxime Guaméné, Lieu Ruffin, pour ne citer que cela. Une belle affiche âprement disputée. La combativité, la détermination et surtout l'efficacité et la technique étaient de la partie pour le bonheur des supporters. C'est l'Africa Sport qui ouvre le score sur penalty grâce à Fadel Keïta, 15 minutes après le début du match. L'ASEC va arracher l'égalisation en fin de rencontre. Zézéto se joue de la défense vert et rouge et trompe le portier des Oyers. Score final 1-1. Un beau spectacle qui a permis au public de revoir les joueurs qui ont bercé leur enfance dans le championnat ivoirien. Une initiative qui a d'ailleurs retenu l'attention du ministre d'État, ministre de la Défense. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous ceux qui ont apporté quelque chose au sport en Côte d'Ivoire. Ils ont tous été des éléphants pour la plupart. Ils ont fait la gloire du football de Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas oublier des gens qui ont apporté autant à notre pays à un moment donné de leur vie. En tout cas, bravo aux organisateurs. Pour les initiateurs, Salomon Domoro et Landry Bailly, l'objectif de ce gala, dénommé le Gala des légendes, était de permettre aux Ivoiriens de revivre le derby ASEC Africa dans les années 80 et 90 afin de les inciter à revenir dans les stades. Mondial 2018, pour son entrée en lice pour le compte de la poule G, la Tunisie s'est inclinée sur le score de 2-1 face à l'Angleterre. C'était ce lundi 18 juin. On en parle tout de suite avec Old Alébé. 41 buts, toutes compétitions confondues, dont 7 en Ligue des Champions. Attention à ce corner justement, il est bien frappé. Oh, le sauvetage, le but! L'inévitable Harry Kane qui vient marquer à bout portant. Premier moment de vérité dans cette rencontre, dans une Coupe du Monde pour le jeune gardien britannique. Sassi qui a pris 3 pas d'élan. Sassi, le petit filet. L'égalisation pour la Tunisie. Face au 12e qui a un corner, attention avec ce ballon. Harry Kane. Et le but! Le doublé pour le capitaine Harry Kane dans le temps additionnel.
des nouvelles du Zimbabwe pour terminer. La présidentielle du 30 juillet prochain enregistre 23 candidatures du côté de l'opposition. Ce nombre sans précédent de candidats indique une ouverture de l'espace politique depuis la chute de Robert Mugabe. C'était en novembre dernier, après donc 37 ans de pouvoir. On en parle ce soir avec Laurent Sachaud et Herman Guivet. Ils sont 23 candidats enregistrés pour la présidentielle du 30 juillet au Zimbabwe. Une grande première depuis la chute de Robert Mugabe en novembre après 37 ans de régime. L'opposition zimbabwéenne évolue en rang dispersé, ce qui présente un avantage pour le président sortant, Emmerson Mnangagwa, selon les analystes. Parmi eux, figure l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru et l'ex-ministre Nkosana Moyo, le sculpteur et musicien Toraïm Teki, l'ancienne numéro 2 du MDC Tokosani Coupé et le défenseur des droits de l'homme Lovemore Maduku. Une présidentielle zimbabwéenne qui, selon les experts, devrait essentiellement se jouer entre deux hommes, le président sortant Emmerson Mnangagwa, le tout nouveau chef du MDC, le mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, le principal parti d'opposition. Une vingtaine de candidats pour cette présidentielle. Le bulletin de vote sera le plus long de toute l'histoire du Zimbabwe. Voilà, commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.